Rencontre de Monique Sertia et de Michel Tajan autour de son dernier roman, La chute de la maison Lacaze. Bonjour Michel Tajan, l'auteur. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans le cadre de la rubrique Livres en partage de la radio de l'Université du Temps Libre pour que tu nous présentes ton nouveau roman, le dernier, La chute de la maison Lacaze. C'est ça. Il a été publié aux éditions Kern dans la collection Latitude Sud. Et je pense qu'on doit le trouver dans toutes les librairies de Tarbes et du département. Et de la région, oui. Voilà, c'est ça, très bien, une puis bonne diffusion. Si le libraire ne l'a pas, il le commande. C'est très simple. Aux éditions Kern. Aux éditions Kern. D'accord. Michel, oui. Tu as été professeur de philosophie, peintre, critique d'art. Aujourd'hui, Michel Tajan est écrivaine et elle cultive son jardin en esthète et en botaniste. Et elle vit actuellement dans les Hautes-Pyrénées. En octobre 2020, tu as été lauréate du prix Francis Jam pour ton ouvrage, c'est un recueil de nouvelles, oui. Dérapage. C'est ça. Auparavant, tu avais publié 2 romans, Le Petit Cagot et Anna ou l'oubli. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, comme je le disais, pour la chute de la maison Lacaze. De quoi s'agit-il, cette chute de la maison Lacaze ? Léa, qui est l'actuelle propriétaire de la maison Lacaze, tente de décrypter les secrets et le tragique de cette maison qui a abrité l'enfance de Félix et Félicie. Quand arrive d'Uruguay, le descendant de Félix, parti aux Amériques à l'âge de 13 ans. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur cette présentation générale ? Non, tu as fait un très bon pitch de l'histoire. Je voudrais simplement rajouter qu'au départ, Léa ne sait absolument rien de ce qui s'est passé dans cette maison, c'est-à-dire le caractère tragique des événements qui ont pu s'y dérouler à l'époque de Félix et Félicie, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Elle n'en a absolument aucune idée. Elle est venue s'installer dans le Piémont pyrénéen parce qu'elle est dessinatrice, et elle doit faire des planches de botanique pour un éditeur d'ouvrages de botanique. Donc elle est venue s'installer là avec ses planches à dessin pour dessiner la flore des Pyrénées. Et cette maison, elle a eu le coup de foudre pour cette maison, qui est effectivement une maison quand même assez particulière. D'abord parce qu'elle tranche avec les autres fermes du voisinage. C'est une ancienne ferme, une grosse ferme, mais elle tranche avec les maisons du voisinage parce qu'on sent que ça a été une habitation assez cossue, assez riche. Il y a des ornementations sur la façade. Il y a des dépendances qui sont importantes. Et lorsque Léa arrive, elle a le coup de foudre pour cette maison. Peut-être pas parce qu'elle est particulièrement belle, mais peut-être parce qu'elle y retrouve une ambiance qui est celle qu'elle a connue dans son enfance. Elle a passé une grande partie de son enfance dans une ferme, ce n'était pas dans les Pyrénées, c'était en Corrèze, mais tout d'un coup elle retrouve, lorsqu'elle découvre cette maison, cette cour qui est envahie de ronces, qui est envahie d'orties, qui est à l'abandon, elle retrouve néanmoins quelque chose du parfum de son enfance et de paysages qu'elle a connus autrefois. Merci pour cette précision vraiment nécessaire. On va commencer par le commencement, la couverture. La couverture du livre. Je suis très sensible aux images de couverture et je suis tout à fait capable de choisir un livre en fonction de sa couverture. Ah, mais elle est belle celle-là. Elle est très belle. Je tiens à le préciser, c'est l'œuvre de la graphiste des éditions Kern, Bérangère, qui fait un très beau travail de graphiste. Eh bien, c'est réussi. Alors, sur la première de couverture, en pleine page, figure un heurtoir. Il est rouillé. Il est surmonté d'une croix et ce heurtoir est cloué sur de solides vieilles planches. Et en lisant le titre, La chute de la maison Lacaze, on a envie de toquer à la porte et de découvrir les secrets de cette maison ancienne. Alors, Michel Tajan, y a-t-il dans cette image des symboles évocateurs de ce qui attend le lecteur à la lecture du roman ? De ce qui attend le lecteur, je ne sais pas, mais en tout cas, ce portail il est tout à fait symbolique de la maison. Ce n'est pas le portail de cette maison. Néanmoins, cette maison est particulière parce que sur la porte d'entrée,
il y a des armoiries qui sont des armoiries religieuses. Un ciboire, une croix. Et cela indique déjà, enfin pour Léa, il y a là quelque chose d'un petit peu mystérieux. Et je voulais que le portail lui-même, à l'entrée, porte un heurtoir qui évoque ce caractère religieux. Dès qu'on entre, on est frappé par la présence et la force de la religion dans cette maison. C'est quelque chose qui va peser dans l'histoire, et je voulais que ce soit perceptible dès l'entrée. Et en même temps, il y a la symbolique du portail. Alors le portail, il est usé, comme tu l'as très bien fait remarquer, c'est-à-dire qu'effectivement, on va plonger dans une histoire de destruction, on peut déjà l'envisager, mais le portail, il a en soi déjà une valeur symbolique, quel qu'il soit. Le portail, comme la porte du reste, c'est la frontière entre le dedans et le dehors. C'est ce qui sépare ce qui est l'intérieur, c'est-à-dire qui peut être considéré comme un refuge, mais qui est en même temps symbole d'enfermement, et l'extérieur, c'est-à-dire ce qui est symbole de liberté, on sort de l'enfermement, mais en même temps, c'est aussi le signe de la solitude, du rejet. Il y a constamment cet équivoque, et je crois qu'elle perdure tout au long du roman. Il me semble qu'on la sent présente constamment dans le roman à travers l'histoire de Félix et de Félicie. Voilà un fil conducteur qui donne envie d'aller plus loin. Mais avant de rentrer dans l'histoire, moi ce qui m'a frappée, c'est la richesse des données dans ce roman. Il y a deux auteurs, il y a Michel Dajan, l'auteur du roman, il y a Léa qui écrit l'histoire, oui. L'histoire de Félix et Félicie, et son histoire à elle aussi. Léa a en main des éléments tangibles pour écrire cette histoire. Mais qu'elle va découvrir petit à petit. Elle ne les connaît pas au départ. Ce qui la frappe au départ, c'est le sentiment d'une présence. Elle ne croit pas aux fantômes, ce ne sont pas des fantômes qui se baladent, ou alors simplement à titre métaphorique, mais elle sent qu'il s'est passé quelque chose, et comme elle est curieuse, elle va interroger les gens du village, les vieux du village. Mais au début, ils ne lui parlent pas, d'abord parce que c'est quelqu'un qui arrive d'ailleurs, et que quand on n'est pas d'ici, quand on n'est pas du lieu, les gens d'ici se méfient un petit peu. Donc au départ, on ne lui parle pas, mais petit à petit, elle se fait accepter, et les plus anciens vont commencer à lui raconter ce qui s'est passé dans cette maison. Et d'abord qu'elle a une mauvaise réputation, cette maison. Elle a une mauvaise réputation. Alors Léa pense au départ, parce qu'on pense qu'elle est hantée. C'est vrai qu'il y a des bruits dans cette maison, mais en réalité, elle se rend compte tout de suite que ces bruits, ce sont les bruits des bestioles qui habitent dans la maison parce qu'elle a été longtemps inoccupée. Mais petit à petit, on lui dit qu'il s'est passé des choses dans cette maison. Mais des choses, sans donner de précision. Les gens ont un air entendu, oui, vous savez, comme on dit comme ça, il s'est passé des choses, mais on ne veut pas en dire plus. Et ça lui donne envie de savoir ce qui s'est passé, de connaître l'histoire de cette maison et de ses habitants. Et en fouillant dans le grenier, un jour, elle va retrouver... Ça, ce sont les premiers éléments sur lesquels elle va tomber. Elle va trouver des restes de lettres. Je dis bien des restes parce que c'est au fond d'une vieille malle, ça tombe en poussière, il n'y a pas de date, c'est très difficile de reconstruire une histoire à partir de ça, mais c'est suffisant tout de même pour éveiller sa curiosité et la persuader de poursuivre son enquête. Et elle va apprendre, par exemple, que ces choses, c'est un fait divers qu'il y a eu. Elle ne l'apprend pas tout de suite. Et ce fait divers, elle va aller aux archives du département, puis elle va chercher. Effectivement, ce fait divers, c'est un infanticide. Donc, elle va aller chercher. Il y en a eu beaucoup à l'époque, des infanticides comme ça. Et tout d'un coup, elle va se trouver au cœur d'un mystère, qui est le mystère de cette maison Lacaze. Parce que, tu l'as rappelé au début, le fils cadet de la maison a émigré en Amérique du Sud. Il a émigré en Uruguay, comme c'était le cas très souvent à l'époque, parce que c'est le cadet d'une famille, que l'héritage revient à l'aîné,
et c'est une famille aisée, hein, une famille de paysans aisés, mais pas suffisamment riche tout de même pour lui permettre de rester sur les terres. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'on ne partage pas les terres. La propriété doit rester unique, donc elle revient à l'aîné. Et le cadet, il va faire fortune ailleurs, et beaucoup de gens ont émigré à l'époque en Amérique du Sud, beaucoup en Argentine. Lui, il va partir en Uruguay. Et ce qu'elle découvre dans ces fragments de lettres, c'est qu'il part en Uruguay, mais il laisse une sœur sur place, dont on va apprendre, mais ça, elle ne va l'apprendre que par la bouche d'Ernesto, ce descendant qui vient. Il va apprendre que cette sœur, c'était la sœur jumelle de Félix. Et cette gémellité, elle est importante dans l'histoire. Parce que lorsque Ernesto part, bien Félicie a l'impression qu'on lui arrache une part d'elle-même. Et de même, j'ai dit Ernesto, c'était Félix. Lorsque Félix part, sa sœur jumelle a l'impression qu'on lui arrache une partie d'elle-même. Et de la même façon, lorsque Ernesto va raconter à Léa l'histoire de Félix, l'histoire de son grand-père qu'il connaît par les récits qu'il lui a fait de son enfance, eh bien, il dira à un moment donné qu'il est mort sans avoir jamais su ce qui était arrivé à sa sœur. C'est probablement ça qui l'a tué. Voilà. Et c'est cette histoire-là, cette histoire de Félix et de Félicie, que par le travail d'écriture, Léa va essayer de reconstituer, en rabibauchant des bribes d'histoire qu'elle récolte par-ci, par-là, en fouillant, comme je le disais tout à l'heure, dans les archives, et en partant de ce fait divers dans lequel Félicie a été impliquée. Là, jusque-là, elle a des traces. On sait ce qui lui est arrivé, elle n'a pas été condamnée, très bien. Mais après, elle disparaît. Et c'est cette disparition qui hante Léa, comme elle a hanté Félix et comme elle continue à hanter le petit-fils Ernesto. Et ce sont leurs deux mémoires conjuguées qui, petit à petit, vont aider Léa à reconstruire cette histoire qui est l'histoire de la famille Lacaze. Oui. Donc, c'est reconstitué par rapport à la mémoire, c'est reconstitué par des éléments tangibles, tu l'as bien dit, mais il y a des blancs à un moment donné. Absolument. Donc, Léa est obligée de les combler, de faire son rôle, de jouer son rôle d'auteur de fiction, en définitive. C'est le principe même du roman. Voilà. Et la vérité du roman, c'est une vérité construite. C'est pas une vérité donnée, c'est pas la vérité qu'on trouve dans les archives, dans les livres d'histoire, c'est une vérité qui se construit à partir d'intuition, à partir d'empathie, et l'empathie est d'autant plus grande ici que la vie de Félicie résonne totalement en écho avec celle de Léa. Voilà. Parfait. Donc, alors je parlais de la richesse des données, tu viens très bien de l'expliquer. Il y a des allers-retours sans arrêt dans le passé et le présent, on y reviendra tout à l'heure si tu veux. Il y a des pistes jetées pour la compréhension a posteriori, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure aussi, il y a un parallèle entre la vie de Léa et de Félicie. Oui. Il y a énormément de références à la littérature, à l'art, à la philosophie, et tout ça en rapport avec l'histoire. Tu nous l'as montré là il y a quelques instants, il y a des connaissances historiques, des connaissances socio-économiques de notre temps, et tout cela dans le roman sans que rien ne vienne interrompre le fil conducteur qui mène en pente douce vers la résolution de l'énigme et la conclusion. Comment, Michel Tajan, articule-t-on tout ça ? Alors, je dirais, pour prendre une image, que c'est une construction en double ellipse. Tu sais, comme un petit peu comme la figuration de l'ADN. Tu vois, tu vois ce que c'est qu'une double ellipse. Oui. Alors, ce sont deux histoires qui s'enroulent l'une sur l'autre. L'histoire de Félicie et de son frère, de la famille Lacaze, évidemment, et puis, d'autre part, l'histoire d'Ernesto et de Léa. Et l'une de ces histoires suit une trajectoire
trajectoire descendante, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on s'enfonce de plus en plus dans le passé, dans le tragique de l'histoire de Félicie, jusqu'à ce qu'on comprenne, on tente de comprendre en tout cas ce qui lui est arrivé. Et l'autre partie est une partie ascendante qui naît de cette rencontre entre Ernesto et Léa, qui sont plutôt jeunes, ils sont à l'aube du 3e âge, tous les deux, et entre les deux, il va y avoir une véritable histoire d'amour, c'est-à-dire une espèce de renaissance, comment dire cela, c'est tout d'un coup une nouvelle jeunesse qui se présente à eux. Au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans l'histoire tragique de Félicie, ils redécouvrent le plaisir d'aimer et la jouissance des corps. C'est à peine s'ils ont pris le temps de se dévêtir. Les gestes fébriles, les lèvres qui se cherchent, les doigts qui partent à l'aventure. Ce fut impétueux, sans détour, et la jouissance immédiate. Ensuite, ils sont restés allongés côte à côte, épuisés par ce coït de mâle en rut et de femelle en chaleur, peut-être un peu aussi par le rappel de quelques douleurs musculaires et raideurs articulaires. Pris au dépourvu par cet élan d'ardeur juvénile, ils ont du mal à trouver les mots pour dire la tendresse qui les envahit soudain, et ce sont des mains douces et indulgentes qui se hasardent à la rencontre de l'autre, comme de vieux amants qui se retrouveraient, sans avoir à se tenir sur leur garde et à se jouer la comédie de la conquête, découvrant la géographie de territoires inconnus, avec reconnaissance pour l'émerveillement du plaisir donné et reçu, et la conscience aiguë de se sentir vivant. Autant la vie de Félicie s'enfonce dans le passé, autant là on a tout d'un coup une ouverture vers un nouveau printemps, vers un avenir possible. Et je voulais justement qu'il y ait ces deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a un côté, je ne dirais pas morbide, mais un côté sombre de l'histoire qui est sans arrêt équilibré par le côté lumineux de cette histoire d'amour totalement improbable entre des gens qui sont plus des jeunes gens et qui vivent une histoire d'amour totalement romantique et improbable. J'aime beaucoup l'image de la double ellipse qui, après avoir lu le roman, correspond bien à ce qu'on ressent en avançant dans cette lecture. Ce que j'essayais, c'est de montrer que ces deux histoires ne sont pas étrangères l'une à l'autre. C'est-à-dire que cette histoire d'amour ne pouvait pas naître ailleurs que dans cette maison et dans cette région. C'est-à-dire que sans l'histoire de Félicie, il n'y avait pas l'histoire d'amour d'Ernesto et de Léa. Oui, il y a un passage qui l'illustre bien dans ton roman, cette évocation-là. Oui, parce que lorsque petit à petit ils vont découvrir ce qui lui arrive, ils vont découvrir qu'elle va se retrouver dans un couvent, etc. Et que finalement, ce que personne ne lui pardonne, ce qu'elle ne se pardonne pas à elle-même, en fait c'est son histoire qui pour elle est vécue comme une histoire d'amour. Et qui l'amènera à une fin absolument tragique. Fatalité. Voilà. Mais c'est peut-être parce que Léa, en reconstruisant cette histoire, décèle que ce n'est pas simplement une histoire de viol, comme il y en avait, d'infanticide, comme il y en a eu des tas à cette époque-là. C'était une histoire d'amour, et c'est peut-être parce que c'était une histoire d'amour et qu'elle a ça en tête qu'elle peut vivre aussi cette histoire d'amour avec Ernesto. Enfin, on peut l'interpréter comme ça. Moi, je l'ai vu comme une réhabilitation de la mémoire de Félicie et de Félix. Cette mémoire étant réhabilitée, permettait une rupture dans la fatalité pour que le destin de Léa et d'Ernesto, quelque part les descendants de cette famille Lacaze, puissent se construire. Oui, effectivement, on peut le lire comme ça, c'est deux histoires d'amour, l'une finit mal, mais l'autre finit bien. Oui, je crois qu'on peut en tout cas, l'autre, on suppose qu'elle va bien finir, parce que la fin reste ouverte quand même. Elle reste bien ouverte, mais moi j'ai envie de voir une histoire qui se termine bien. Donc, cette histoire se passe dans le département des Hautes-Pyrénées, comme tous tes autres ouvrages, que ce soit les deux romans, ainsi que le recueil de nouvelles. Et là, il y a des ingrédients régionaux. Et c'est pour ça que je te pose la question. Considères-tu que ton œuvre est régionaliste ?
Bah, écoute, j'aime pas beaucoup ce terme de régionaliste. Moi, le roman régionaliste, c'est pas tellement ma tasse de thé. Ce qui ne veut pas dire que, que ça soit hors sol, mon histoire. Non, elle s'enracine effectivement dans une région. Mais le terme même de roman régionaliste a une telle connotation péjorative, est tellement considéré par beaucoup comme une espèce de sous-littérature que ça m'embête. C'est peut-être très prétentieux, mais j'ai une autre conception de la littérature. Je pense qu'il ne s'agit pas tellement de se complaire dans les histoires de terroir. C'est pas une histoire de terroir, c'est une histoire qui se passe sur un terroir, dans une région. C'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas en train, dans cette histoire, de réhabiliter le bon vieux temps, la façon dont vivaient nos ancêtres, etc. D'ailleurs, ce n'étaient pas les miens. Moi, je suis là depuis, ça fait un bail quand même, depuis plus de 50 ans. Mais disons que je n'ai pas ce culte des racines, si vous voulez. Néanmoins, il me semble que pour que cette histoire tienne debout, comme dans mes autres romans, il fallait qu'effectivement, elle soit, elle, située clairement dans un endroit. Parce que les personnages que je mets en scène, ces personnages, ils sont tributaires du lieu. Ils sont façonnés par le lieu exactement comme à leur tour, ils interagissent, ils interagissent voilà, avec ce qui les entoure. Donc c'est vrai, c'est la campagne des Pyrénées, c'est une campagne qui est pas loin du Gers, qui est un pays de collines, qui est un pays de coteaux, qui est un pays d'harmonie, dans lequel Léa va se sentir tout de suite bien, justement, en accord avec comme je le dis, avec le minéral, avec le végétal, avec l'animal, avec la nature tout entière. Elle a peut-être pour la première fois de sa vie conscience qu'elle fait partie d'un tout. Voilà. Et je crois que cela, c'est quelque chose qu'éprouvent profondément les enfants, parce que là je parle surtout de Félicie durant son enfance aussi, que les enfants éprouvent très, très intensément. Les enfants nés à la campagne. Il y a un rapport avec le monde extérieur, avec la terre, avec l'animal, qui fait que ces enfants ont beaucoup plus tôt, peut-être que ceux qui sont élevés en ville, la conscience de l'émerveillement de la nature et en même temps la conscience de la mort. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on a cette conscience de la mort beaucoup plus tôt et beaucoup plus profondément à la campagne qu'à la ville. Ne serait-ce que parce que quand on est dans une ferme, on voit tuer les poulets, on voit tuer les lapins, on voit tuer le cochon. Il y a une espèce de dureté derrière l'harmonie des paysages. Il y a en même temps la dureté de la campagne. Alors tu me demandais si c'était important que ce soit enraciné dans ce lieu. Oui, parce que cette dureté, elle se retrouve dans le travail même. C'est un travail dur, le travail de paysan, le travail de la terre. Elle se trouve dans la dureté des mœurs. Ce sont des sociétés qui sont fermées. Alors, avec l'avantage que ça présente, c'est-à-dire qu'on est tenu par les structures familiales, sociales, enfin, villageoises, qui sont extrêmement fortes, mais qui sont un soutien en même temps, mais qui sont aussi un carcan, qui sont aussi un enfermement. Il y a une dureté de ces structures familiales et sociales. C'est en particulier la dureté de la vie des femmes. Par exemple, on voit très bien que dans la famille, ce sont les femmes qui servent à table. Il y a dans les gestes même, dans les attitudes qui sont celles du repas, la manifestation de la condition de servante qui est celle de la femme. Et ne parlons pas de la situation des domestiques elles-mêmes, parce que Félicie a été domestique. Voici ce qu'elle dit lorsqu'elle se remémore la façon dont on lui parlait dans la place qui était la sienne chez le notaire qui l'employait pour prendre soin de sa mère. Les mots, redevenus secs et cassants, et seulement pour ordonner.
Félicie, la tisane de madame, Félicie, vous n'entendez donc pas madame? Cela fait 10 minutes qu'elle frappe avec sa canne. 10 minutes? Vraiment? Vraiment 10 minutes? Non, c'est toutes les 2 minutes qu'elle cogne avec cette satanée canne, dès qu'elle a l'œil ouvert, et c'est comme ça toute la journée, même la nuit. Elle n'a que 2 bras, Félicie, et elle ne peut être partout à la fois, mais qui s'en soucie? Au premier toc sur le plancher ou la cloison, il faut qu'elle rapplique, parce que madame a soif, ou faim, ou qu'elle s'est fait dessus, et qu'il faut la laver, essuyer sa merde, changer les draps, lui glisser sous les fesses des épaisseurs de serviettes qu'elle ne tardera pas à souiller. Et donc, de nouveau, les toc-toc-tocs impatients. Parfois pour rien. Toc-toc, juste pour le plaisir de déranger. Et l'espèce de petite joie mauvaise qui alors semble allumer les yeux éteints de la vieille. Et encore, le soir où elle a senti qu'elle était sur le point d'accoucher. Et là, toc-toc-toc contre la cloison, et re-toc-toc-toc, de plus en plus impérieux. Elle serre les dents, redresse madame dans son lit, tapote les oreillers, ajuste le bonnet de nuit sur les frisettes grises, dispose l'infusion de camomille sur la table de chevet. Et la vieille, mielleuse. « Ça ne va pas, ma fille ? Vous me semblez un peu bizarre. »« Ce n'est rien, madame, juste un petit malaise, ça va passer. » L'autre émet un reniflement soupçonneux, puis crachouille. « C'est bon, vous pouvez y aller, Félicie. » Donc il y a la dureté derrière, je te dis, l'harmonie de la campagne, le plaisir de la vie à la campagne. Il y a cette dureté sous-jacente. Et c'est constamment ambivalent. C'est-à-dire qu'en même temps, je parlais de la... Je me suis un petit peu perdue là. Non, donc, continue. Non, c'est logique. Voilà. Du rapport avec l'animalité, voilà, et de ce qu'il peut y avoir de brutal là-dedans, qui se verra par exemple dans le Pelleport, où justement ce sentiment de la mort s'impose de façon extrêmement violente. Le cœur qui éclate d'allégresse pour la naissance d'un agneau, pour l'éblouissement d'un matin de printemps, et qui se brise en 1000 morceaux les jours de ténèbres, le jour où l'on tue le cochon Lulu. Le malheureux Goré, dont les braillements vous vrillent les oreilles, vous fige le sang, vous glace le cœur et les os, quand on le sort de la soue, l'un tirant et l'autre poussant, et qu'il comprend soudain ce qu'il attend en voyant ses bourreaux, l'un tenant la corde et l'autre le couteau, et les récipients posés sur le sol, et l'eau bouillante qui fume sur le trépied, Lulu qui grogne et gigote, et tente en vain de s'échapper, maintenu à terre, pattes ligotées, puis hissé par 2 hommes qui tirent sur la corde. Lulu, suspendu la tête en bas au crochet de l'appentis, qui s'époumonne toujours de terreur, l'artère qui bat à la gorge, et les cris des hommes qui étouffiront bientôt le dernier reniflement, noyés dans le flot rouge qui s'écoule maintenant dans la bassine. Floc, floc, comme des sanglots. Le rapport à l'animalité, la proximité qu'il y a entre les humains et les animaux. Cela marque toute l'histoire de Félicie. Parfois c'est dans la douleur. Par exemple, lorsqu'elle évoque son accouchement dans la grange. Félicie n'est plus là. Elle n'a jamais été là. Elle n'a jamais quitté la grange, aussi glaciale qu'une morgue, où on l'a trouvée ce matin du 26 février, ni vivante, ni morte. Prisonnière pour toujours de cette nuit de ténèbres où elle accouche, comme les bêtes mettent bas. Elle sait comment cela se passe, comment la vie s'extirpe pareillement du ventre des femmes et des bêtes. À la ferme, tout paraissait si simple. Mais elle n'a rien d'une étable accueillante, la grange de la Coube, quand, jambes écartées, arc-boutée contre la paroi de planche mal rabotée qui lui écorche le dos, elle sent les os s'écouler de ses entrailles. Quand la souffrance irradie son corps et qu'elle mord un coin de couverture pour s'empêcher de hurler, quand elle ne sent même plus le froid, quand elle ne sait plus si ce sont les larmes ou la sueur qui collent ses cheveux sur son visage, quand cela dure des heures et des heures tout au long d'une nuit sans fin, comme si l'enfant refusait de sortir, de quitter le ventre chaud pour affronter tout ce froid. Et puis soudain, dans une ultime déchirure, il est là. Il s'en faut de peu qu'il ne tombe à terre entre ses jambes. Elle recueille la petite masse visqueuse dans le creux de ses mains, puis elle le dépose sur la couverture et elle reste accroupie près de lui sur la paille humide, attendant la fin de la délivrance, l'expulsion du placenta
qui tombe enfin entre ses cuisses avec un bruit flasque. Il y a cette proximité avec l'animalité qui peut être quelque chose d'extrêmement violent et qui en même temps est quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement rassurant, que l'on perçoit par exemple lorsque Félicie est au couvent et qu'elle est employée à la traite des vaches. Quand elle arrive enfin aux étables, il lui faut un moment pour dégourdir ses membres frigorifiés. Alors, elle se serre contre le flanc des bêtes, le front appuyé au garrot, réchauffant sa nuque, son visage, ses doigts au souffle chaud de leur haleine. Puis, assise sur le tabouret de traite, ses mains se font douces pour presser les pieds gonflés et, retrouvant des gestes enfantins, elle commence par boire à longs traits le lait tiède directement à la mamelle. La douceur, le réconfort qu'elle trouve auprès de l'animal montre justement toute cette ambivalence du rapport à l'animalité. Et par rapport à la nature aussi, quand elle est au couvent au Bon Pasteur et qu'elle jardine, Absolument. Elle se rend compte qu'il y a un autre possible en pensant à sa campagne de Lésos. Donc voilà. Il y a un espoir pour elle. Avec la terre, elle a un rapport viscéral, un rapport sensuel. Et alors que toute l'éducation des sœurs consiste à brimer le corps, à rejeter le plaisir, à refuser les sens, tout d'un coup, elle se réconcilie avec cette sensualité. Peu à peu, elle se rend compte qu'elle y prend du plaisir. Un plaisir profond, charnel, un plaisir de tous ses sens de nouveau en éveil, un plaisir qui lui fait oublier la fatigue et qu'elle ne parvient plus à considérer comme coupable. Instinctivement, elle retrouve le fluide enchaînement de gestes qu'elle croyait oubliés et qui lui reviennent avec l'aisance des choses apprises par cœur, comme une réconciliation avec elle-même. Peut-être est-ce là, à ce moment précis, que l'idée commence à s'insinuer en elle que le monde n'est pas le jardin du diable, qu'il y a peut-être encore une vie possible. Pour moi, l'enracinement, c'est ça, enfin dans ce contexte-là. C'est cet enracinement à la terre, ce besoin de voir pousser les choses. C'est extrêmement important. C'est la seule chose qui va lui permettre de croire encore en l'avenir pendant qu'elle va être enfermée au couvent. Alors pour Félicie, mais pour Léa aussi, c'est aussi, régénérateur. Oui. Page 12, il y a un extrait que l'on va lire, qui est vraiment révélateur. C'est fondamental dans le roman. S'il lui arrivait d'éprouver quelque chose qui puisse s'apparenter à un sentiment du divin, c'est dans la présence rassurante des pierres et de la campagne alentour qu'elle le ressentait le plus intensément. Jamais, au cours de ses nombreux voyages, jamais, à aucun autre âge de sa vie, elle n'avait éprouvé cette sérénité que lui donnait la conscience de faire partie d'un tout, dans une intimité partagée avec le minéral, l'animal et le végétal. Jamais, comme devant cette maison, d'où le regard filait jusqu'à l'horizon tout proche des Pyrénées, dans ce pays apaisé de collines qui lui parlait de l'harmonie du monde. Enfin, elle la trouve là, son identité. C'est vrai. Elle trouve un endroit où se poser. Et elle le dit d'ailleurs à un moment donné, enfin tout à fait au début du roman, elle a eu tout d'un coup le sentiment qu'elle était chez elle. Voilà. Et alors, chez elle, il n'y a pas qu'elle qui est chez elle dans cette campagne, parce que tu évoques des problèmes, ce ne sont pas des problèmes, des situations actuelles dans le monde rural. Tu évoques les néo-ruraux, tu parles des émigrés qui se sont bien intégrés dans la campagne actuellement. Et alors, je pense que là, il y a quand même un message social et culturel. Même si la vie à la campagne est dure, je pense que tu veux dire par là que aujourd'hui, ce monde qui a connu des changements si rapides peut être un avenir pour les futures générations. Cette campagne, cette nature. Oui, je ne donne pas de message. Ce n'est pas de la littérature à message que je fais, ni message, ni leçon. Simplement, j'essaie effectivement de me tenir au plus près des choses et de voir ce qui se passe, de voir comment ce paysage a évolué et comment
les gens qui sont aujourd'hui. Léa n'y vit pas comme y vivait Félicie. C'est un monde complètement différent, c'est un monde qui a changé, mais je te disais tout à l'heure, c'est important pour moi que les gens soient précisément situés dans un lieu. Et ce lieu, je m'attache à le décrire aussi justement, aussi précisément que possible. Tel qu'il était, tel que j'imagine, que je sais pas, enfin que je sais, en fait c'est Léa, hein, moi je dis je, mais c'est Léa qui parle, tel qu'elle imagine qu'il a pu être au XIXe siècle, et tel qu'elle l'a vu changer aussi. Elle l'a vu changer dans ce village de Corrèze où elle a passé une partie de son enfance, elle l'a vu changer autour d'elle, dans ces Pyrénées qui l'ont adoptée, parce que, eh bien, effectivement, la mécanisation est arrivée, l'industrialisation, parce qu'il y a eu la désertification des campagnes, parce que les gens ne peuvent plus vivre sur place, donc ils vont travailler ailleurs. C'est ce terreau-là aussi qui m'importait de décrire de la façon la plus juste possible, parce que ça se répercute sur les paysages, mais ça se répercute aussi sur la mentalité des gens, ces changements-là. Qui correspondent à des époques différentes. Voilà, qui correspondent à des époques différentes, mais à l'époque de Félix, la misère poussait les gens à émigrer. À l'époque plus contemporaine, plus proche de nous, les paysans endettés, ils se pendent dans leurs granges. Oui. Donc les beautés et la fatalité de la campagne aussi, une grande lucidité. Oui, enfin, je crois que voilà, c'est cette vérité-là que j'essaie d'atteindre. Aussi bien en ce qui concerne les êtres, les individus, les personnages de Chopin, qu'en ce qui concerne leur milieu social, la structure de la famille, par exemple, comment ça se passe dans la famille Lacaze, donc la structure de la famille, que la structure sociale, la vie dans le village. J'essaie d'être au plus juste, au plus près des choses. Voilà. On le ressent bien humainement et historiquement, les deux. Mais encore une fois, c'est pas ça qui fait un roman régionaliste, parce que pour moi, toutes ces précisions que je donne, toute cette peinture aussi exacte que possible, elle me sert simplement de tremplin pour dire des choses qui, je crois, sont beaucoup plus universelles. Comme je parlais tout à l'heure du rapport à notre animalité, le rapport à la mort, le rapport à l'amour, le rapport au corps. Là, le corps a énormément d'importance dans ce roman, que ce soit le corps contraint par la religion ou le corps exultant de ces vieux amants qui retrouvent les gestes de l'amour. Voilà. D'ailleurs, tu as raison par rapport au régionalisme. Moi, j'ai vu aussi, par rapport à ce que tu dis, que les références culturelles de Léa et d'Ernesto mettaient beaucoup de distance dans un régionalisme un peu trop refermé sur lui-même. Voilà. Déjà, dans le roman, on le sent. Encore une fois, c'est pas un refus de la région, pas du non, c'est pas du tout un refus du pays, du local. Il est là, il est nécessaire parce que c'est le lieu qui a vu naître, qui voit vivre, qui voit mourir mes personnages. C'est le terreau. C'est ce qui les a façonnés. Mais en dehors de ça, il les échappés de l'esprit aussi, si je peux m'exprimer de la sorte. Voilà. Oui, il y a ce terreau de la campagne, mais dans la campagne, il y a la maison. Il y a la maison Lacaze et un jardin qui abrite l'histoire imbriquée, comme tu l'as dit, des 4 personnages, des 4 personnages qui vivent d'ailleurs à un siècle différent. Et cette maison, évidemment, joue un rôle déterminant dans le roman. Quel est-il, le rôle de la maison? Alors, la maison, je reprendrai un petit peu ce que je disais tout à l'heure à propos du portail. La maison, c'est le refuge, d'abord. C'est le lieu où l'on se sent bien, où l'on est protégé de l'extérieur. Et celle-là doublement, puisqu'elle est sous le signe de la religion. Je le rappelle, elle a la porte d'entrée, porte des signes religieux, un ciboire, une croix. On raconte qu'un évêque, dont on ne saura jamais trop de quel évêché il était, un évêque, sans doute un parent de la famille, venait
dans cette maison qui était sa maison de vacances. On n'en saura pas plus, mais ça n'a pas d'importance. En réalité, ce qui est important, c'est ce signe de la religion. C'est-à-dire qu'elle est doublement refuge. Elle est refuge parce que la maison, c'est ce qui nous isole de l'extérieur, qui nous protège des dangers de l'extérieur. Mais ici, à l'intérieur de cette maison, on est sous le regard de Dieu et on est sous la protection de l'Église. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et on le sait dès le portail. Tu parlais tout à l'heure du heurtoir, du portail. Et je te disais, le portail, c'est la limite entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la limite aussi, c'est la porte entre l'enfer et le paradis. Le paradis, c'est la maison. Et quand on est chassé du paradis, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Oui. Quand Félicie se retrouve chassée de la maison, eh bien, il n'y a pas de recours. Et donc la maison, la case, elle est très importante, mais tu as peut-être remarqué que elle va se retirer dans un couvent, enfin, c'est pas exactement un couvent, une maison du Bon Pasteur. Les refuges du Bon Pasteur s'appelaient aussi des maisons. C'était les maisons du Bon Pasteur qui ont été l'objet d'un procès qui aura lieu au début du XXe siècle. Voilà, on montrera la façon dont étaient traités les pensionnaires du Bon Pasteur. C'était des maisons, c'était des refuges. Voilà, la maison, c'est ça pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement cette maison, la case, avec toute son ostentation, le fait qu'on veut montrer qu'on a réussi, que le fils émigré aux États-Unis en Amérique du Sud, a fait fortune, et ça se voit, et on veut le montrer. Mais c'est bien autre chose, la maison. C'est aussi toute cette symbolique qu'elle porte avec elle, et qui va bien au-delà du fait que ce soit la maison, la case. Oui, il y a une symbolique, c'est sûr, mais moi j'ai vu une fatalité quand tu parles de cette maison qui est soi-disant protégée par des signes religieux. La religion a bien trahi Félicie quand même. Ah, mais totalement, elle y croyait, elle était sincère, elle a été 100% trahie et défaite de son identité aussi. Même de sa foi. De sa foi et de son identité. La racine profonde. Oui, totalement. C'est bien toute l'ambiguïté de la chose, c'est-à-dire que la religion qui promet une survie heureuse si on reste dans ses lois, sous sa loi et dans ses normes, est en même temps ce qui contraint, ce qui écrase, ce qui tue. Voilà. Ce que n'a pas subi Léa. Ah non, mais Léa pas du tout. Pas du tout. Non. Elle vivait à une autre époque aussi. Elle vit à une autre époque, parce que effectivement, à l'époque de Félicie, on vit quand même sous l'emprise de la religion. Mais attention, il n'y a pas que dans cette histoire, il n'y a pas que Félicie et Léa. Il y a Ernesto. Oui. Ernesto fait la démarche de revenir sur ses racines. Il veut connaître l'histoire, mais pour lui cette maison a beaucoup d'importance. À un moment donné dans le roman, Léa dit l'histoire entre Léa et Ernesto n'aurait pas pu se passer ailleurs que dans cette maison. Et elle dit même plus, elle dit à un moment donné que il lui semble, elle ne sait pas trop s'il a envie qu'il reste ou qu'il ne reste pas, mais il lui semble à sa place dans cette maison. Il lui semble à sa place sans qu'elle puisse vraiment bien expliquer pourquoi. Pas parce qu'il est le descendant, mais parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui joue avec cette mémoire dont tu parlais tout à l'heure, tu vois, cette mémoire reconstituée, et qui fait que soudain, Ernesto va peut-être comprendre ce qu'il n'avait jamais compris avant, qui était l'histoire de son grand-père. Et il ne pouvait pas le comprendre sans les secrets D'ailleurs, révélés. et en plus, il ne pouvait rien comprendre ni à l'histoire de son grand-père, sauf que son grand-père, qui était un petit peu hâbleur, qui racontait aussi des histoires, lui racontait les histoires de ses traversées de l'Atlantique, des villes qu'il avait visitées en Europe, et que le môme était complètement fasciné par cette histoire. Mais il n'avait pas plus envie que ça de retrouver ses racines. Simplement, il voulait comprendre pourquoi son grand-père, malgré tout cela, était si malheureux. Pourquoi son grand-père pleurait quand il parlait de sa sœur. Voilà. Et pourquoi son grand-père s'est suicidé. On apprendra aussi incidemment que... Oui, à la fin, oui. Enfin, non pas à la fin. Non, pas à la fin, non, il le sait. Et il vient chargé de tout ça, chargé de cette histoire. C'est pas tellement l'histoire
de l'émigré qui a réussi qui l'intéresse. Bien sûr, il est curieux de voir cette maison parce qu'on lui en a parlé, bon. Mais en fin de compte, toute une partie de sa famille en Uruguay méprisait énormément son grand-père Félix, l'avait rejeté parce qu'il avait une vie de patachon, enfin il faisait la fête, il dépensait son argent de façon tout à fait ostentatoire. Mais ce qu'il découvre en arrivant là, ce qu'il découvre, c'est par exemple qu'il n'y a pas le nom de Félicie au cimetière. Et tout d'un coup, il se rend compte que cette Félicie, elle n'existe que par son absence, par le fait qu'il n'y ait aucune trace d'elle. Et c'est ce vide qu'il essaie de creuser et qu'il va combler peu à peu en écoutant l'histoire que lui raconte Léa et en pressant Léa de lui raconter ce qu'elle sait. Voilà, donc lui, il n'est pas tellement fasciné par la campagne. Il vient presque, la première fois qu'il arrive, il vient en touriste, en fin de compte. Il ne vient pas pour se recueillir sur la tombe de ses ancêtres. Il est même réticent à aller au cimetière voir la tombe de ses ancêtres. Non, il ne vient pas en touriste. Il vient là, et moi j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Alors, si tu veux, je pense que Ernesto est apaisé justement par la réhabilitation de la mémoire de son grand-père, parce qu'à un moment donné, si j'ai bien compris, la maison chute. Pourquoi la maison chute? Parce que par vengeance, Félix, revenant en France, a bien compris que si Félicie n'existait plus, si on avait perdu sa trace, c'est que la famille qui était présente encore dans la maison en était responsable. Donc, il vend la maison. C'est terminé, elle n'est plus au la case. Il détruit. Il détruit la famille. En détruisant la maison, il détruit la famille, il détruit la mémoire du malheur, d'une certaine manière. Et c'est tout ça que Ernesto va découvrir, alors qu'il n'est pas du tout préparé à ça, finalement. Il le dit à un moment donné, lui, il le dit en citant Borges, c'est un enfant des villes. Il a vécu dans une grande ville, il a vécu à Montevideo, la campagne, il ne sait pas ce que c'est. Et tout d'un coup, il se retrouve dans cet univers totalement différent, et il revit par procuration la jeunesse de son grand-père. Exactement comme Léa, de son côté, va revivre d'une certaine manière des choses qu'elle a vécues enfant dans une autre campagne, mais qui ressemblait beaucoup à celle-là. Mais tout ça conduit à un apaisement des deux. Ah bien sûr, oui. Vraiment un apaisement. Ça s'appelle l'amour. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils sont apaisés, ils peuvent construire l'amour, ils peuvent construire leur histoire, au moins leur histoire. Et ça cesse d'être cette fille pour être la leur. Voilà, c'est ça. C'est une espèce de passation de témoin où tout d'un coup, le sens de l'histoire s'inverse. De négative, elle devient positive. Ben écoute, ça me fait penser à ce que je voulais te dire aussi, la question que je voulais te poser. Dans ce roman, le passé pèse, mais le présent se construit. Et si je devais le caractériser, ce roman, d'une façon simple et rapide, je dirais intercommunicabilité entre le passé et le présent. Et je voulais te dire, est-ce que cette quête du passé et la réhabilitation de la mémoire de Félix et de Félicie construisent ou permettent de construire un autre présent pour la maison et pour ses habitants, parce qu'on a parlé beaucoup des habitants, mais la maison, Léa la réhabilite carrément, en y habitant, en la restaurant. Mais en effaçant aussi les traces de la maison Lacaze, c'est-à-dire que Félicie, elle n'existera que dans l'écriture. Elle n'existe plus que par la parole, la parole écrite qu'il a fait revivre. Voilà. Des traces matérielles de la maison Lacaze, il n'y a plus rien. D'ailleurs, c'est même très ironique, à un moment donné, elle dit que les pavés, les carrelages qu'il y avait dans l'entrée de la maison, il y a des carrelages qui portaient le nom de Lacaze. Voilà. Et il n'en reste que quelques-uns, ils ont servi à caler les bancs du jardin. Voilà, donc c'est dire que de la maison elle-même, il ne reste pas grand-chose. En revanche, ce qui reste, c'est l'écriture d'un roman. C'est l'écriture d'une vie qui est une pure fiction et qui, en même temps, est porteuse d'une vérité qui échapperait autrement.
Exactement, exactement. En fait, on voit la chute de cette maison, mais la renaissance de la maison et la renaissance d'une vie D'autres choses. d'autres Mais choses, d'autres choses. d'autres Ouais, choses, d'autres différentes. choses. Comme les rosiers qu'elle a plantés. Exactement, je voulais aussi te parler de la symbolique de ces rosiers qu'elle avait plantés, le nom que portaient ces rosiers, et que Ernesto transporte là-bas en Uruguay sur la tombe de Félix, qui réunit à nouveau Félix et Félicie par l'intermédiaire des fleurs, de la nature. Ça se termine de façon optimiste, finalement, ce roman. C'est optimiste. Bien que ce soit très dur par endroits, c'est quand même une histoire qui donne confiance. Qui donne confiance, exactement, et qui permet de comprendre que la fatalité, à un moment donné, peut être rompue. Ben, merci Michel Tajan. Merci à toi. Au prochain roman, alors peut-être. La chute de la maison Lacaze de Michel Tajan est publié aux éditions Kern, collection Latitude Sud, et est aussi disponible en version numérique.